Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des fascias et des tendons. Alors en biomécanique, en mécanique humaine et même en mécanique animale, les fascias et les tendons, c'est souvent les oubliés, hein. Et il y a peu de gens qui ont un très bon niveau dans la compréhension du rôle des fascias et du rôle des tendons. Alors, globalement, on comprend que le tendon est fait pour raccrocher un muscle à un os ou à une autre structure, hein, et qui est là pour transmettre l'énergie, hein, le tendon, au système locomoteur, donc l'énergie du muscle en contraction, pour pouvoir mouvoir notre machine humaine avec nos segments osseux. Mais, bien sûr, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, et comprendre le mouvement, c'est pas uniquement comprendre la contraction musculaire. Alors, comprendre la contraction musculaire et comprendre les mécanismes uniquement moteurs actifs, ben, ça mène à la construction de robots, un tel Optimus, ou même les robots chinois, qui manquent un peu de souplesse et qui manquent en vérité d'humanité dans leur déplacement, en vérité, qui manquent d'intelligence vivante, parce que le fascia, c'est un tissu vivant, le tendon, c'est un tissu vivant, et il a bien d'autres fonctions que celle de raccrocher un muscle, hein, donc le moteur, hein, la partie contractible, au système osseux, hein, donc au segment osseux. Vous allez voir, il a d'autres fonctions et vous allez les comprendre. Alors, les fascias et les tendons, c'est fait de collagène, hein, bien sûr. C'est des structures qui sont relativement élastiques et qui ont pour fonction aussi d'amortir les chocs, hein, et de surtout gainer et maintenir les muscles, hein, les paquets musculaires, pour qu'ils tirent dans le bon sens, mais aussi de récupérer l'énergie cinétique, hein, pour pouvoir économiser de l'énergie lors des déplacements, et c'est fondamental, tout en amortissant les chocs. Donc c'est vraiment un tissu multifonction qui a en plus magnifique fonction d'être l'endroit où on va trouver tous les senseurs, une grande partie des senseurs proprioceptifs, donc qui vont ressentir les tensions dans le muscle. Donc quand nous développons en croissance, et nous avons des petits senseurs nerveux dans ces fascias qui vont à chaque instant calculer où nous sommes et la position dans laquelle nous sommes et les tensions que nous avons sur le corps. Alors si l'équilibre, on va dire, va se faire par l'oreille interne, hein, qui va calculer votre horizontalité et des fois votre accélération, votre décélération, hein, vous avez aussi des senseurs dans tous les fascias qui calculent les tensions dans votre corps et les déséquilibres dans votre corps. Donc ça vous permet, en ajustant avec l'oreille interne, les yeux qui regardent l'horizontalité aussi, hein, qui calculent aussi votre horizontalité, vous allez tout un ensemble de senseurs de tension dans ces fascias qui, quand ils sont plus ou moins étirés, ben, amènent au cerveau ces sensations d'étirement ou de relâchement du muscle pour savoir exactement dans quelle position vous êtes. Parce que la structure contractile du muscle en elle-même, elle va pas s'amuser à être remplie de senseurs, puisque c'est une structure qui est faite, comme Gundil vous l'a expliqué dans le guide des blessures de musculation et sport de force, puisqu'on le fait en collaboration. Donc on est les deux meilleurs quasiment dans le monde à ce niveau, on se complète bien. Hein, il vous explique bien que le muscle en lui-même, c'est une structure qui se dégrade et qui se casse et qui se régénère, hein, qui est faite pour se régénérer comme ça, donc elle se contracte, hein, elle se détruit aussi, mais elle va se régénérer très vite, alors que la structure tendineuse qui est autour gaine toutes ces structures contractiles, mais c'est pas elle qui va se contracter, elle gaine le mouvement, elle gaine le muscle pour le faire tirer dans le bon sens, et elle récupère de l'énergie cinétique de la contraction pour la restituer lors de la phase de propulsion, mais aussi elle récupère de l'énergie de la chute, hein. Quand vous arrivez au sol, vous posez votre pied, vous allez étendre des tendons et des fascias qui vont à ce moment-là
récupérer cette énergie pour vous repropulser. Donc vous avez un moteur qui est actif, hein, qui est le muscle contractible, les parties rouges et sanguinolentes, et vous avez toute cette partie qui est faite de collagène, d'élastine, d'un ensemble de molécules, de protéines, mais qui ont plus ou moins d'élasticité en fonction des sexes, en fonction des individus, en fonction des espèces, et en fonction des lieux de votre organisme, qui vont restituer de l'énergie, hein, étirée pendant le mouvement pour économiser, hein, tout en étant senseur. Donc c'est une merveilleuse machine, et je vais vous passer un peu en revue des choses qu'on ne connaît pas forcément sur les fascias et les tendons, puisqu'on sait qu'on peut s'arracher un tendon des fois, hein, on tire trop, le tendon va s'arracher sur l'os, hein, c'est les trucs qui arrivent malheureusement quand on force ou quand on vieillit, et quand qu'on a une moins bonne qualité tendineuse et musculaire, hein. La grande mode, c'est de parler de sarcopénie actuellement, hein, de sarcopénie. Alors la sarcopénie, c'est le terme très sympa, très professionnel, très scientifique pour briller en société dans la salle de gym, ou quand vous êtes youtubeur, vous dites mec, c'est la sarcopénie. Alors là, les mecs vous regardent avec des grands yeux et vous êtes le roi, ils sont en admiration parce que vous avez sorti votre mot magique. Bon, la sarcopénie, c'est tout simplement la perte de muscle et la dégradation avec le temps du muscle. Alors, il faut savoir qu'on est programmé, on va parler un petit peu. Moi, j'aime bien faire des cours d'anatomie qui partent dans tous les sens, mais j'en ai un peu rien à foutre. Parce que moi, ce que je veux, c'est enseigner aux gens avec intelligence pour qu'ils comprennent le corps humain. La sarcopénie, en effet, quand on sort, quand on se développe, quand on naît, on a toutes les petites fibres qui ont été programmées génétiquement. On est dans le ventre de maman, on n'a subi pas trop l'attraction terrestre, la pesanteur, on est dans un liquide, hein, et quand on va ressortir, on va être confronté à l'oxygène, mais aussi à la pesanteur, donc on va être obligé de ramper au début comme une limace pour après pouvoir se relever par contraction musculaire et se déplacer. Mais au début, nos muscles, ils sont pas tellement top, hein. Vous avez qui a eu des enfants? Moi, vous regardez les petits, hein, ils sont dans le lit sur le dos et puis ils bougent un peu leurs patounes dans tous les sens. Ils n'ont pas encore beaucoup de tonus musculaire. Ils ont leur tête qui part en arrière. Possiblement, ça devient tonique et ça peut même devenir des mecs super baraqués comme moi, ou il y a même des mecs encore plus baraqués comme des strongmen, des sprinteurs. On trouve de tout, des lutteurs, des mecs de MMA. Hein, on en trouve. Mais au début, c'est des petits bébés tout mous, hein, qui sont dans leur vie et qui vont commencer à travailler leurs muscles. Alors, leurs muscles sont tout lisses. Hein, au début, ils sont tout bien. Si vous coupez un bébé en tranches et vous faites une biopsie, non, une analyse d'un bébé coupé en tranches, alors, on ne va pas prendre des bébés humains, hein, vous allez voir que les fibres sont magnifiquement arrangées, il n'y a pas de désordre dans cet arrangement de fibres, tout est bien programmé génétiquement, ça fait des beaux amas de fibres musculaires qui sont magnifiquement agencés pour tirer dans le bon sens, hein. Alors c'est magnifique. Bon, après, le bébé, avec le déplacement, il va grandir et ces muscles vont s'adapter à sa croissance et au mouvement qu'il va faire, et vous allez avoir de belles fibres longues qui vont se faire en longueur, avec un beau muscle qui va se remplir, bien sûr entouré de graisse au début quand il est un peu petit, hein, puis il va perdre un peu son gras, les mères un peu moins, et malheureusement, avec l'âge, toute chose qui est utilisée finit par s'user, et à force de casser, d'étirer votre muscle, de contracter votre muscle, hein, vous allez progressivement péter un peu des fibres de collagène qui sont autour de ces fibres musculaires, et progressivement, vos fibres musculaires et vos fibres de collagène, hein, les fibres de collagène, les fibres, les fascias, hein, qui gagnent tous ces muscles, hein, vont se remettre un peu dans tous les sens, puisque c'est des processus de cicatrisation, hein, et progressivement, vous allez avoir des muscles qui tirent moins bien dans le bon sens, qui vont être beaucoup plus nacrés, donc avec beaucoup plus de collagène à l'intérieur, avec un mouvement qui va être moins homogène dans le muscle, puisqu'à force de casser et de se remettre, avec les fibres de collagène qui se cassent autour aussi, tout se casse et se remet, hein, mais le muscle lui-même est fait pour se casser et se remettre, mais normalement. Puis après, le problème, c'est quand vous tirez, vous remettez, vous avez aussi des fibres de collagène qui se cassent, et à ce moment-là, tout cet ensemble musculo-tendineux et de fascia va prendre des imperfections avec des zones plus ou moins cicatricielles à l'intérieur, qui va faire que le muscle va pas tirer super bien. Vous allez en plus faire un peu moins d'hormones de croissance, un peu moins de testo avec le temps, ça va diminuer tout ça, et vous allez avoir un muscle plus fragile, des tendons et des fascias qui vont plus être totalement dans le bon sens, et quand vous allez tirer, la traction va pas se faire d'une façon uniforme, comme chez les jeunes qui peuvent faire n'importe quoi sans se blesser, puisqu'ils ont une bonne
restitution des tendons et des fascias, puisque tout ça est bien lisse, tout ça est bien dans l'ordre, tout ça est bien tendu. Avec l'âge, les forces vont être de plus en plus non uniformes, et certaines vont tirer dans un sens et un peu dans l'autre, et vous allez retrouver avec des tensions sur le muscle, et des tensions, bien sûr, sur le tendon, puisque certaines fibres vont être plus activées, plus tendues que d'autres. Et si vous allez en ligne droite, vous aurez une partie du muscle plus tendue, une partie moins tendue, ce qui fait que si vous êtes un peu fatigué avec des charges lourdes ou sur un effort intense, vous allez avoir une partie qui va prendre toute la charge, hein, au lieu d'avoir tout l'ensemble du muscle qui prend la charge lors de la mise en tension, et c'est la partie qui prend toute la charge et celle qui est la moins tendue, donc la partie plus tendue du muscle, qui va péter en général au niveau de ses fascias, hein, et vous allez avoir un claquage, hein, parce que c'est l'âge, ça arrive, ou des fois aussi, vous allez avoir un arrachement tendineux, la partie plus tendue du muscle au niveau du tendon va générer une traction sur le tendon qui ne va pas être uniforme, et le tendon, au lieu d'être tendu sur toute sa surface sur l'os, c'est une partie qui reçoit la contraction musculaire et la tension sur le muscle, et vous allez avoir un arrachement du tendon, donc ça va partir d'un côté pour finir par un arrachement total. En général, on a des arrachements partiels de tendons, comme on peut avoir des arrachements totaux, et comme on peut avoir des arrachements de fibres musculaires aussi directement sur la plaque tendineuse qui se rattache à l'os. Donc à ce moment-là, ça se remet pas, hein. Ce qui se remet, bien sûr, c'est le tendon sur l'os. Quand on a un muscle qui s'arrache sur un tendon, on ne peut pas faire revenir tout ce muscle qui est un peu une structure un peu molle, hein, quand on l'enlève de sa structure tendineuse, et ça marche pas des masses. Vous l'aurez dans le guide des blessures. Donc ça, c'est un peu une compréhension de comment nous fonctionnons et pourquoi on se blesse et pourquoi on maigrit un peu, on perd avec l'âge et on devient plus fragile. On devient plus fragile au niveau de nos structures de fascia et de tendons, parce qu'elles deviennent dans leur structure plus anarchique et moins lisse, hein, puisqu'avec le temps, on est fait pour s'user, pour casser, se remettre, jusqu'au moment où on a des zones cicatricielles qui génèrent des tensions. C'est pour ça qu'il est très important de se masser, c'est pour ça qu'il y a des rouleaux, c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de produits qu'on trouve maintenant sur le marché et qui peuvent remplacer les kinés ou qui les accompagnent, les kinés, tout ça, pour pouvoir vous masser et pour pouvoir péter les petites adhérences qui gênent un peu la bonne transmission de l'énergie, hein, des tensions lors des mouvements. Donc ça, c'est important à comprendre. Les fascias et les tendons, c'est des choses assez merveilleuses. Alors, il faut savoir aussi que nos fascias et nos tendons restituent l'énergie. Alors, le plus simple, c'est de comprendre, par exemple, pendant la course, hein, l'homme est un bipède. De toute façon, nous contractons, mais nous ne marchons pas qu'à la contraction musculaire. Nous marchons aussi à la restitution énergétique. Et ainsi, quand nous courons, nous faisons des enjambées et nous récupérons de l'énergie cinétique dans, par exemple, nos jumeaux, dans le tendon de nos jumeaux, mais aussi dans les fascias, dans les tendons calcanéens, hein, anciens tendons d'Achille qui s'attachent ici, hein, comme vous voyez là. Je vais vous montrer des petits dessins, ici, à cet endroit-là, hein, et qui récupèrent pendant la marche, quand vous arrivez, l'énergie cinétique aussi dans les tendons qui permettent de vous repropulser. Donc on arrive, on marche, hop, on tape au sol, ça se tend, et hop, on relance le pied, parce qu'il y a ici un tendon qui récupère, comme ressort l'énergie, et qui passe sous la voûte plantaire aussi, avec une aponévrose qui fait une zone de renvoi ici, qui fait comme une poulie. Vous avez une zone de renvoi tendineuse qui vous permet de vous repropulser. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez beaucoup de muscles, hein, qui sont très tendineux, comme vous avez à l'arrière les ischio-jambiers, hein, et qui s'attachent là, hein, voilà, derrière sur les ischions, hein, qui sont ici, hein, et qui vont s'attacher jusque là sur le membre inférieur, et qui ont pour fonction, par exemple, d'empêcher le buste de basculer en avant. Donc quand vous courez, vous arrêtez, le buste part en avant, hein, et ces ischios qui s'attachent ici et qui vont s'attacher là, se tendent, puisque ce sont des muscles extrêmement tendineux, semi-membraneux, semi-tendineux, plus une partie du grand adducteur, qui vont se tendre pour empêcher le bassin de partir en avant et repropulser à ce moment-là la fesse en arrière, avec l'aide du grand fessier, qui lui n'est pas très tendineux et qui est un gros moteur musculaire. Donc vous voyez, c'est un ensemble de travail musculo-tendineux, de restitution énergétique et de propulsion par le grand fessier, hein, et les jumeaux. Donc on voit qu'on est en propulsion, et on voit que, par exemple,
nos amis les afro-descendants, vous savez, les noirs, ce qu'on appelle les noirs, les blacks pour faire bien, hein, qui sont tout noirs ou des fois métissés, bah, eux, ils ont des grands tendons au niveau des pieds, au niveau des pieds, au niveau des mollets, hein, de grands tendons calcanéens. Ils ont des mollets courts et de grands tendons. On voit ces vidéos avec des petits coureurs de fond. Alors eux, ils sont tout petits, mais avec de grands tendons sur le bas de la jambe, hein. Des très longues jambes en général proportionnellement à leur taille. On peut être bréviligne ou longiligne. Alors les Africains sont en général longilignes et les Européens sont plus brévilignes, sauf ceux qui ont bu du lait depuis 2000 ou 3000 ans, hein, donc qui ont grandi. Il n'y a pas de sélection sur les petits. Mais ce sont des adaptations, les uns au chaud et les autres au froid, des adaptations qui sont faites par les tendons, hein. Pourquoi? Parce que dans les tendons et les fascias, hein, toutes ces structures tendineuses et de fascia ont aussi une fonction dans la thermorégulation et surtout en Afrique, hein, puisque les Africains, qui sont la structure originelle de l'homme, puisque les Européens, les Eurasiens et ensuite les Amérindiens viennent tous d'Afrique, hein, et sont remontés, se sont adaptés à des climats plus froids, donc ils ont dû modifier leur structure tendineuse et musculaire, et les Africains, eux, sont tout en tendons vers le bas de la jambe. Vous savez, ces longues jambes avec très peu de muscles, et mollets de coq avec ces longs tendons, hein, et ben ils sont faits, ces tendons, pas pour rebondir et courir après les gazelles, parce que ça leur permet de courir très vite, hein, ou fuir un lion. Ça, c'est les gens qui n'ont pas compris, non. La première pression sélective en Afrique, et ben c'est la chaleur. Et quel est l'avantage d'avoir de longs tendons, hein? On parle des structures tendineuses et de fascia, on parle de toutes ces structures élastiques du corps qui gainent et qui relient à l'os, hein, qui n'ont pas que ça comme fonction, bah, c'est d'éviter de monter en surchauffe, en s'étirant et en restituant un maximum d'énergie, puisque la contraction musculaire produit en général 70% de chaleur pour 30% de mouvement. Alors c'est pas dans le mouvement même, hein, c'est dans la contraction des fibrilles, hein, des fibres musculaires qu'on s'est calculé. Il y a une partie qui est évacuée en chaleur, hein, ça consomme beaucoup d'énergie, et une autre, et cette contraction, et une autre partie qui est utilisée dans le principe du moteur, un peu comme votre moteur de voiture va produire de la chaleur. Bah, quand vous avez une contraction musculaire, vous allez utiliser du carbone, vous allez utiliser de l'énergie, et vous allez produire du mouvement et de la chaleur. Et l'avantage d'avoir de grands tendons, bah, ça vous évite d'avoir trop de travail musculaire, tout simplement, et de compenser ce travail musculaire par un travail de récupération énergétique au niveau tendineux, ce qui fait que les Africains, pour ne pas monter en chaleur, ont de grands tendons qui récupèrent l'énergie du mouvement, l'énergie cinétique, ce qui leur demande quand même d'avoir une mise en vitesse importante dès le départ, puisqu'elles n'ont pas proportionnellement beaucoup de muscles par rapport à un Européen. Il est monté près du bloc moteur en haut avec les gros fessiers quand il marche, et de grands tendons, hein. Et donc ils ont beaucoup de fibres rouges en général, et moins de fibres blanches, puisqu'ils ont besoin d'actionner rapidement ces muscles la plupart du temps pour pouvoir démarrer et ensuite marcher économiquement en récupération énergétique dans ces tendons qui évitent de monter en chaleur. Et en plus, comme les tendons sont externes, un élastique ça chauffe, hein, bah c'est externe, donc la chaleur est facilement évacuée par homéostasie avec l'extérieur. La chaleur même du tendon, hein, qui va chauffer va être facilement dégagée à l'extérieur, hein. L'agitation moléculaire du tendon va être transmise au milieu extérieur et va facilement permettre de se refroidir à l'individu. Ça va lui faciliter son refroidissement tout en ne produisant pas beaucoup de chaleur et empêchant l'individu de monter en surchauffe. Et par contre, quand vous montez au nord, avec les migrations humaines qui se sont faites sur des centaines de milliers d'années, les premiers humains à monter au nord se sont trouvés dans un milieu très froid, et là, ils ont eu une sélection naturelle qui s'est basée sur la casse humaine, une sélection génétique, avec une modification des structures, hein, des gènes architectes, donc des membres plus courts, un buste plus grand, plus de graisse dans le ventre, plus de graisse autour du corps, mais surtout des fascias, des tendons qui ont réduit en taille au niveau des membres inférieurs, particulièrement au niveau des membres inférieurs, hein, pour être compensés par du gros muscle avec de mauvais leviers, hein. Donc un mauvais levier obligeant à créer un gros muscle peu efficace, un peu efficient pour le déplacement, très énergivore, hein, avec moins d'efficacité
dans les déplacements et moins économique que les muscles des Africains, mais qui a cette merveilleuse avantage de compenser justement, de ne pas avoir un très bon levier et de compenser ce mauvais levier avec un petit tendon, par un énorme muscle producteur de chaleur qui a empêché les hommes d'attraper froid, de se refroidir au nord, hein, et ça leur a permis de produire de la chaleur pour survivre aux hivers eurasiens et ne pas mourir les pieds gelés ou un refroidissement qui favorisait le développement de certains pathogènes respiratoires propres à ces zones-là, hein, bien sûr, puisque on vit dans un milieu où il y a des pathogènes et cela se développe en général l'hiver au niveau respiratoire. Pourquoi? Parce que le manque calorique l'hiver fait que les animaux sont moins forts, sont moins résistants et les bactéries et les virus en profitent pour se développer, pas pour tuer à la base, mais pour se développer. Donc, on doit lutter contre le refroidissement et ces bactéries, ces virus sont programmés pour se développer une certaine température qui correspond à l'état de fragilité des individus dû au système immunitaire qui a baissé à cause du manque calorique. On revient tout le temps, c'est très con, mais en vérité, là, vous savez, pour comprendre le monde, faut réfléchir comme un séfarade vendeur de jeans du sentier parisien, ou, c'est ma culture parisienne, hein, ou un épicier tunisien du 15e, hein, tout le monde, c'est énergétique, hein, donc il faut comprendre ça comme ça. Donc vous avez vu hein, comment les tendons rétrécissent, et les tendons sont faits pour soit permettre au muscle de produire de la chaleur, soit empêcher le muscle de produire de la chaleur, la première pression sélective étant le chaud ou le froid, avant tout le reste chez les humains. Voilà, alors petite image qu'on peut voir, parce que vous allez voir, c'est vraiment intéressant de comprendre comment nous fonctionnons, et j'essaye de vous instruire hein, là-dessus. Vous voyez, hein, quand je vous parle de tendons, vous allez, c'est quelque chose qui est parfaitement visible. Vous avez ici hein, un beau mollet, alors ça pourrait être un mollet de nordique et un mollet d'Africain subsaharien, tendon très long sur le subsaharien, tendon très bas sur l'européen ou l'eurasien, les asiatiques. Alors moi j'ai mis Néandertal, mais les Néandertaliens avaient des structures de mollets quasiment identiques à celles des Inuits ou des Mongols de Mongolie, hein, qui vivent dans des climats assez froids. Hein. Et là, vous avez bon, un Sahélien hein, ou un Africain subsaharien ou de l'Est, hein, selon qu'il soit grand ou petit, avec un muscle très court et un tendon très long pour empêcher le muscle de produire beaucoup de chaleur et marcher à l'économie. Mais du coup, ça fait tous les champions de sprint parce qu'ils rebondissent très bien. Passer les quelques pas du démarrage, c'est eux ensuite qui gagnent tous les concours de course parce qu'ils ont de grands tendons, ils ont ces grands fascias. Alors c'est absolument intéressant de comprendre ça. Alors vous avez aussi tout un ensemble de fascias et de tendons qui sont faits pour récupérer l'énergie, mais on en trouve partout, hein, particulièrement dans les lancers. Vous savez, l'homme, c'est l'animal par excellence qui est fait pour tuer à distance. D'ailleurs, on est le seul animal capable de tuer à distance. On a été sélectionné depuis 2 millions d'années, même peut-être à peu près aux alentours, à partir du moment où on est arrivé en savane, hein, pour pouvoir lancer, pour se défendre. Donc au début, on grimpe, on lance mal, et puis après, on lance mieux. Et toute la structure de l'épaule hein, et de l'articulation de l'épaule, du pec et du bras, et de l'articulation de l'épaule, est une structure relativement tendineuse, hein, qui est faite pour étirer le bras, récupérer de l'énergie dans les fibres tendineuses, les fibres élastiques de fascia, les fibres de collagène, d'élastine qui sont mélangées, hein, qui gagnent ce muscle, hein, et l'articulation aussi, vous avez un paquet tendineux ici, qui est très dur, qui est fait pour récupérer l'énergie cinétique, hein, pour pouvoir restituer cette énergie, pour pouvoir lancer avec puissance, plus la taille mobile de l'homme. Les singes n'ont pas une taille mobile, ils se déplacent à 4 pattes. L'homme a des rotations, cette rotation lui permet de lancer, de taper aussi, hein, regardez les boxeurs, hein, ça part du sol, la rotation de la hanche et on tape, mais tout ça c'est une adaptation humaine, les autres animaux ne sont pas faits pour taper en rotation, nous on est fait pour taper en rotation, mais surtout lancer en rotation et tuer à distance. La chasse est ancrée en nous, et particulièrement ancrée dans nos fascias, et c'est nos fascias qui sont là pour, par contraction, on se contracte, on tire, on étend toute cette zone-là, comme un élastique, hein, pas une catapulte, parce que la catapulte c'est un poids, mais comme un élastique, hein, trébuchet. Et à ce moment-là, hop, on renvoie, plutôt un trébuchet, on renvoie avec puissance, et on peut à ce moment-là, par contraction musculaire du grand pectoral, des abdominaux, hein,
d'un ensemble, et puis en plus, on pousse avec la jambe et on relance, hein, et il y a toutes les muscles de la sangle abdominale qui s'étirent et qui relancent, hein, les obliques particulièrement, et on relance avec puissance parce que nos fascias sont faits, et nos tendons sont faits pour accumuler de l'énergie cinétique dans la rotation et pouvoir lancer avec puissance pour tuer les singes, et eux, ils tapent comme ça. Alors, ils ont des fascias aussi, mais qui sont mis dans l'autre sens, qui sont mis pour grimper et taper verticalement, ce qui n'est pas le plus efficace. Mais toute la locomotion des animaux est faite en restitution énergétique et en économie, puisque l'économie, hein, l'énergie, c'est ce qui est le plus dur à trouver, le plus dur à conserver, parce que quand vous l'avez, on essaye de vous la prendre en vous tuant, hein, ou quand vous avez un territoire, on essaye de prendre votre territoire, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes, ou en économie, c'est toujours la même chose. Donc, on est fait pour essayer de dépenser un maximum pour rapporter un maximum d'énergie, hein. C'est un peu comme ça que fonctionne la nature, ou quand on consomme beaucoup, il faut que ça rapporte encore plus. Donc ce sont un peu comme le gros cerveau humain qui consomme énormément d'énergie, mais qui nous en ramène par une capacité à organiser des actions futures et à mémoriser beaucoup de données, à organiser de la prédation sur le monde et la protection de notre espèce, hein, de notre groupe, face aux autres animaux, face aux saisons, face au milieu et face aussi aux autres humains qui sont particulièrement dangereux. Donc toute la structure, hein, comme je peux vous le montrer ici, voilà, si vous voulez voir, voilà, l'homme, il est fait pour lancer, hein, voilà, alors vous avez la sangle abdominale très élastique, et vous avez toute cette zone-là qui est aussi très élastique, avec beaucoup de fascia, hein, et des tendons très élastiques. Le tendon, l'articulation de l'épaule est une articulation faite pour lancer et accumuler de l'énergie cinétique pour les lancer. Alors c'est particulièrement cette énergie que l'on va récupérer quand on fait quoi? Quand on fait du développé couché. Les champions de développé couché, vous qui faites de la musculation et qui me suivez, hein, vous savez très bien que on va étirer les pectoraux, hein, on descend plus ou moins lentement, on récupère de l'énergie cinétique l'énergie du mouvement dans les fibres du grand pectoral et dans l'articulation de l'épaule, et on va restituer cette énergie avec une contraction des muscles, des pecs, des triceps, de l'ensemble du corps, mais on ponte un peu, hein, et on récupère cette énergie et on l'associe à la contraction musculaire pour monter de grosses charges. C'est pour ça que quand vous partez avec un relâchement complet, vous êtes moins puissant que quand vous descendez, vous étirez le muscle et vous repoussez. C'est comme si vous bandez un arc, hein. Donc voilà encore un système de récupération énergétique des fascias. Et c'est très intéressant de le comprendre. Alors c'est malheureusement ce que n'ont pas tous les robots, hein, les robots Optimus ou les robots chinois. Ils marchent très bien, ils ont des équivalents du moteur humain, c'est-à-dire à la place d'avoir des muscles qui se contractent, hein, eux, ils ont des pistons électriques, hein, ou des moteurs électriques rotatifs, par exemple pour le buste, mais il leur manque une chose, la récupération énergétique dans des tendons qui permettraient d'amortir le mouvement, hein, de faire un mouvement plus fluide en récupérant aussi de l'énergie cinétique qu'on pourrait rajouter aux moteurs électriques qui sont plus performants quand même que le moteur musculaire et plus indépendant et interchangeable, hein. C'est ça quand une pièce qui pète, on peut la changer sur une machine. Quand il y a une pièce qui pète sur un homme, à part la chirurgie, on peut changer des fois on l'a dans le cul bien profond, hein. On peut se régénérer, par contre, cellule par cellule. Les machines, elles, on change la pièce et c'est bon. Mais les machines n'ont pas encore nos robots, hein, que fait Optimus d'Elon Musk, hein, de notre ami Elon Musk, n'ont pas pensé à mettre des fascias, et ils n'ont pas pensé à mettre des fascias avec des senseurs à l'intérieur de tension permettant à la structure de savoir comment elle se situe dans l'espace et aussi quelle est sa position en tension, hein, et en pression par rapport à la gravité, à sa situation spatiale, hein. Et ça, nous, on l'a. Et c'est un énorme avantage, hein. C'est parce que progressivement, on va se développer et on va prendre de l'équilibre. Regardez, bébé, quand il marche au début, hein, il a ses oreilles, son oreille interne, ses yeux pour voir, mais il a du mal à se concevoir en mouvement parce qu'il n'a pas encore fait ses schémas moteurs. Il les a un petit peu, il les a des automatismes, mais il n'a pas encore pris conscience totalement de tout son corps, toute sa structure par tout son système proprioceptif qui se trouve, comme Gundil vous l'a expliqué, c'est le premier à en avoir parlé dans le sport, hein, qui se trouve dans tout le système de fascia et de tendons. C'est celui-là qui est innervé, c'est celui-là aussi qui a les innervations de douleur. Quand vous vous faites mal, hein, à l'entraînement,
parce que vous avez pété des zones de fascia et de tendons, hein, ces zones nacrées quand on fait une dissection ou quand on ouvre un lapin, hein, c'est ces zones-là hein, qui sont très innervées et en partie hein, pour le système locomoteur et qui permettent de sentir les extensions et les pressions et les ruptures internes. Donc c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, petite vidéo qui vous parle un peu de tout ça. Alors on peut parler des fascias aussi, c'est très intéressant de les voir par rapport à l'actualité, par rapport à Optimus. On a récemment Aldo Stéron qui a fait un livre « On n'est jamais allé sur la Lune ». Alors il a peut-être raison, on n'y est pas allé, sauf que les films que l'on voit des chutes sur la Lune sont des véritables films de mecs qui tombent en gravité -6. Pourquoi? Parce que tous ces fascias et tous ces tendons ont pour fonction de récupérer l'énergie cinétique et d'amortir la chute. Et quand tu tombes, en général, bah, tes muscles amortissent la chute hein, et empêchent justement de se fracturer les os. Ça fonctionne un peu comme des ressorts. Par exemple, vous avez les quadrupèdes, comme les chevaux, hein, ou même les chats, hein, ils n'ont pas de clavicule ou vaguement quelques résidus de clavicule dans des fascias, mais ils n'ont pas de clavicule et ils ont leurs omoplates qui sont suspendus par les grands dentelés hein, entre la cage thoracique et les omoplates, et ils n'avaient pas de clavicule. Hein, leur membre n'est pas rattaché au corps par la clavicule. Donc la seule articulation qui raccorde le bras au buste, c'est la clavicule, à cet endroit-là, jusqu'à l'acromion, ici, et le bras est attaché, l'omoplate, à la clavicule. Chez les chats, non. Ils ont une petite clavicule dans un fascia hein, qui est ici, entre le cou et vaguement leur pec, hein, mais ils n'ont pas ça. Donc eux, ils ont leurs omoplates qui sont libres entre leur buste, et quand ils sautent pattes en avant, ben, leurs omoplates montent en arrière, et c'est un système de suspension, donc ils peuvent sauter comme les chevaux, et ils se pètent pas. Et ce sont des muscles, les grands dentelés, hein, qui sont très élastiques et qui ont beaucoup de tissus, de fascia, de tissus élastiques à l'intérieur, ce qui leur permet de restituer l'énergie cinétique et de rebondir sans se péter les membres, surtout qu'un cheval c'est lourd. Pareil pour la plupart des grands ongulés, des grands ruminants, hein, c'est à peu près le même système de récupération énergétique entre les omoplates dans les fascias. Mais nous, on n'a pas ça. Hein. Nous, on n'a pas ça. Si tu tombes les pattes en avant, hein, les mains en avant, tu te pètes le poignet ou tu te pètes la clavicule parce que ou tu te fais une belle luxation avec un arrachement des, comment ils appellent ça, des ligaments coraco-acromial, hein, il y en a 3, c'est 3 ou 4, ou 3 ou 4, niveau 1, niveau 2, niveau 3, je crois, niveau 4, je ne me souviens plus, il y en a 3 particulièrement, 3, hein, je ne m'en souviens plus trop. Et parce que vous n'avez pas votre omoplate libre. Donc vous pétez à ce moment-là, vous arrachez toute l'épaule, parce que tout ça n'est pas fait pour être maintenu entre deux systèmes élastiques que sont les grands dentelés, qui sont chez les animaux très remplis de fascia, remplis de structures tendineuses. Et nous, par contre, c'est les ischios qui récupèrent l'énergie cinétique hein, à l'arrivée, parce qu'on est bipède. Donc c'est très intéressant de comprendre comment fonctionnent les fascias. Si vous voulez encore comprendre d'autres fascias, c'est... Alors, sur la Lune, vous voyez, quand on voit les mecs tomber, parce que j'en arrivais à l'histoire de la Lune, on voit les mecs qui tombent en combinaison, et on voit que les types, quand ils tombent, ils ne peuvent pas récupérer l'énergie avec leur fascia pour se relever, puisqu'il y a gravité -6. Donc on voit les mecs qui tombent, ils se font pas mal parce qu'ils ne sont pas très lourds, il y a gravité -6, donc tu pèses 6 fois moins, je crois que c'est à peu près ça. Donc tu ne vas pas t'écraser sous ton propre poids, tu vois. Donc ils tombent, ils peuvent se retenir sans utiliser les fascias. Par contre, ils ne peuvent pas récupérer l'énergie d'accumulation énergétique dans les fascias, puisqu'il y a gravité -6, pour se relever en récupération d'énergie. Donc ils tombent, ils se font pas mal, mais il n'y a pas d'énergie dans les fascias et on les voit qui n'arrivent pas. Et à ce moment-là, tout leur système moteur, qui est imprimé en eux, et chez nous c'est des réflexes hein, qu'on a acquis avec notre développement, alors c'est génétiquement inscrit, mais c'est aussi éducatif, ben ça ne fonctionne plus, donc ils sont obligés de réapprendre comment se relever, et là ils sont obligés de se relever en contraction musculaire uniquement, et tu le perçois très bien dans ces films, que les mecs sont un peu dans la merde quand ils veulent arriver à se relever, ils n'arrivent pas, ils sont obligés de contracter le dos, de repousser,
et d'utiliser uniquement leur contraction musculaire sans pouvoir jouer sur l'élasticité des fascias. Et c'est ça la preuve, la grande preuve qu'on est allé sur la Lune, hein. C'est pas les calculs de trajectoire et les histoires que raconte Aldo Stéron sur son livre. D'ailleurs, il a fait une erreur parce qu'il aurait dû voir les films et les premières histoires de chute t'auraient expliqué ça. Impossible d'avoir d'avoir un truqueur en 1960 qui pouvait truquer ça, puisque même maintenant, les mecs n'ont pas le niveau que j'ai, hein, et même le niveau que Gundil a. C'est pas de la prétention, c'est de la réalité. Donc on vous explique quand même des trucs. Donc c'est des vraies vidéos qui prouvent, c'est-à-dire que l'étude des fascias vous prouve que ces vidéos sont vraies. Et c'est passionnant à comprendre. Les fascias vous apprennent énormément de choses sur le monde, hein, sur la façon dont on bouge. Vous voyez, ça sert à la thermorégulation, ça sert à la proprioception, ça sert à économiser l'énergie, ça sert à savoir où on est. C'est un monde merveilleux qui a été oublié dans la biomécanique humaine et la biomécanique de tous les animaux, en fin de compte. Et c'est très intéressant de comprendre. Je pourrais parler aussi du fascia pour le saut. Vous savez, vous voyez des chats. Vous avez déjà vu des chats, quand ils sautent, vous voyez, ils utilisent leur fascia du dos. Vous qui avez déjà mangé du lapin, vous enlevez la peau du lapin, il y a le rable, et puis vous voyez le dos, il est très tendineux, et bien ça, c'est un fascia qui permet de sauter. C'est-à-dire que le lapin, hein, et le chat, ils vont contracter leurs abdos. Vous voyez, le chat, alors, ils ont aussi des muscles à l'arrière qui s'étendent, qui contractent, qui récupèrent de l'énergie cinétique dans des fascias pour se repropulser. Mais ce qui est le plus marrant à voir, c'est toute la partie très tendineuse du dos du chat. Vous savez, les chats, quand ils sont là, vous les voyez, qui sont en train de se courber quand ils vont sauter. Ils sont là dans l'herbe, ils se courbent. En fait, ils contractent les abdos. Et à ce moment-là, ils tendent tout leur fascia qui est à l'arrière du dos, au niveau lombaire, comme un arc. Et à ce moment-là, ils poussent sur les pattes arrière, qui sont elles-mêmes tendues aussi, hein, et ils se propulsent en avant, et leur dos se détend comme un arc, et ils sautent en l'air, hein, un peu comme un petit ressort. Vous savez, vous pliez un ressort, et vous le faites sauter, vous le posez, et vous le faites sauter, il saute. Hein. Et à ce moment-là, ils sont propulsés en avant, nos amis, les chats. Et c'est comme ça qu'ils sautent très loin aussi, parce qu'il y a tout un ensemble de fascias qui leur permet de sauter. Vous avez un ensemble de fascias fabuleux, hein, qui ne sont même pas perçus par les biomécaniciens. C'est les fascias sous les bras des animaux. Vous voyez, les animaux ont des fascias qui sont ici. Alors, on le voit particulièrement dans les espèces de chats, par exemple les sphinx. Si vous connaissez les sphinx, c'est très intéressant. Vous regardez les sphinx, je vais vous en montrer. Et vous apercevez que les sphinx, j'adore faire des vidéos comme ça, hein, parce que je suis le seul à maîtriser le sujet quasiment. Alors, je vais vous montrer un sphinx. Alors, voilà. Alors, attends, je te montre un sphinx. Alors, vous avez ici un sphinx. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le sphinx. Et vous voyez que le sphinx, il a, à cet endroit-là, ici, un grand fascia. Hein, vous voyez le sphinx qui est là, voilà, il a ici une grande bandelette de peau, elle est, vous voyez, un peu transparente à ce niveau-là, c'est intéressant à voir, c'est un chat nu, normalement ils ont des poils, les tigres les ont, et ils en ont un ici aussi, vous voyez la bande de peau ici, bah, c'est pas du tout de la pelage qui sert à rien, c'est vraiment utile, et là vous allez comprendre à quoi ça sert, voilà, regardez, quand vous avez un sphinx qui saute, bah, il met en tension ce fascia qui est ici, hein, et il met en tension celui qui est là, vous le voyez ici, là, il est tendu, les chevaux l'ont en plus petit, et vous allez voir que les éléphants en ont un énorme, et ça lui permet, quand il saute en avant, les bras en avant, ben, il se propulse, comme je vous l'ai expliqué, il saute, il se propulse, il met ses pattes en avant, et à ce moment-là, il va, en tendant ses pattes, tendre le fascia qui est sous le bras, et celui qui est au niveau du membre inférieur, donc à la base de son membre antérieur, à la base, c'est les quadrupèdes, de son membre postérieur, à l'aine, et ça va lui permettre, quand il est en phase d'extension, de ne pas avoir à activer le mouvement au départ par une contraction musculaire, mais à récupérer tout simplement cette énergie dans les tensions, dans ces élastiques qui sont sous les bras et au niveau de l'aine, pour remettre ses pattes en avant et en une fraction de seconde de se retrouver en bonne position pour atterrir sans se planter et sans se péter la gueule. Hein. Donc il va pouvoir sauter très vite et ne pas avoir récupéré par une contraction musculaire qui va lui faire perdre des microsecondes fondamentales, se retrouver en déséquilibre et avec un roulé-boulé en se pétant la gueule au démarrage. Donc une magnifique machine faite de muscles et faite de fascia, faite d'élastique et faite
de matériel de fibres contractiles pour pouvoir se retrouver dans de bonnes positions. Alors on a, nous, un peu ce fascia, le tenseur du fascia lata en avant. Quand vous courez, votre pied qui est à l'arrière, vous le laissez à l'arrière et tout va se tendre dans le fascia lata et dans le tenseur du fascia lata, qui est aussi un muscle euh, très tendineux, aussi très membraneux. Hein, et vous allez à ce moment-là pouvoir ramener très vite votre jambe en avant parce que vous avez tout cet étirement, qui est un étirement musculaire, mais en vérité, un étirement de fibres, de fascia, qui vont récupérer l'énergie pour vous ramener la patte en avant, donc la patte arrière, hein, chez nous, qui est maintenant les bipèdes, donc le membre inférieur, hein, on va changer, on est dans un autre plan, qui va permettre de marcher. Mais on a la même chose dans le droit de la cuisse, qui est un muscle avec toute une partie tendineuse qui permet justement, quand la jambe est en arrière, de se mettre en tension pour pouvoir renvoyer la jambe et courir très vite en récupérant quand même de l'énergie. Vous voyez, c'est assez merveilleux de comprendre que les fascias ont un rôle fondamental, hein, qui nous permet de nous déplacer avec aisance, ce que n'ont pas malheureusement les robots. Voilà. Alors, il faut savoir que les fascias s'amènent au vol aussi, particulièrement au vol des chauves-souris, ou tous ces petits, vous voyez, ces petits insectivores, ou ces petits rongeurs, ces petits écureuils qui sautent, hein, qui ont de vastes extensions de peau, et après ça va donner des chauves-souris, bien sûr. Ben, les chauves-souris, elles ont commencé par sauter de branche en branche, et elles avaient leur fascia pour repartir sur leurs pattes. C'était des petits insectivores, des petits animaux, et en sautant, ben, progressivement, elles étaient obligées de retomber sur leurs pattes, donc elles ont développé ces petits fascias. Ces petits fascias ont pris de l'ampleur, et précisément, ça leur a permis non plus de remettre les pattes en avant, mais de planer jusqu'au moment où elles ont fait un vol battu avant d'avoir un vol plané. On commence par sauter, ensuite on a un vol plané avec ses fascias qui restituent l'énergie pour retomber sur ses pattes, pour finir par battre les allées. L'avantage, c'est qu'on plane, donc on va vite, et on fait une dépression au-dessus, hein, parce que l'air va passer plus vite au-dessus, donc on va aller plus haut, parce que ça va faire un trou d'air, on va se faire aspirer, et en bas, on va faire l'inverse, l'air ira moins vite, et l'air ira plus vite en haut, donc dépression, et on va remonter. Donc c'est comme ça que le vol est apparu au départ, chez les chauves-souris, à partir d'un saut comme pour les chats, hein, vous voyez, hein, et les lapins sautent aussi comme ça, eux ne volent pas, hein, mais ils vont sauter. Mais vous voyez, c'est le saut qui génère le vol, et c'est toutes ces aponévroses de fascia qui finissent par faire des ailes. Après, vous avez des extensions, tout pousse. Mais quand on regarde au niveau, je regardais avec Julien Benoît, qui est paléontologue, on était allé chercher ensemble, il était sympa parce qu'il m'avait, je l'ai des fois en communication, il m'avait envoyé toutes les données parce qu'on avait voulu voir comment ça avait sauté. Effectivement, chez les rongeurs, au niveau génétique, les cellules souches se trouvent en général qui forment la peau à cet endroit-là, hein, et que ce soit des chauves-souris ou des rongeurs ou des autres mammifères, c'est les mêmes blocs de cellules qui forment les ailes et qui forment cette peau à cet endroit-là, et ça commence à cet endroit-là. Et par contre, il y a une programmation avec les gènes de développement, d'activation, qui va se faire beaucoup plus chez les chauves-souris. Mais c'est les mêmes zones qui vont créer ces fascias, hein, et qui vont créer aussi les ailes des chauves-souris. Mais nous aussi, nous avons des fascias, sauf que nous, on n'est plus comme les singes. Les singes, c'est très tendineux à cet endroit-là pour pouvoir grimper. Ça tape très bien de haut en bas, hein. Ça grimpe dans les arbres. Mais nous, ça s'est orienté d'une façon un peu différente pour pouvoir étirer, élancer et frapper. Donc c'est vraiment marrant de comprendre les fascias. C'est quelque chose qui est fabuleux à comprendre pour comprendre le monde, la vie, nos blessures, le sport, savoir pourquoi les Africains courent mieux, c'est de la thermorégulation. Tout ça, c'est une histoire de fascia et de muscles, mais beaucoup une histoire de fascia aussi. On vous parlait avant des chaînes postérieures, chaînes machin, tout ça, c'est du blabla, ça a beaucoup moins d'importance que de comprendre au niveau évolutif comment fonctionnent les fascias, et que nous ne sommes pas que de la contraction musculaire, on est aussi du tissu élastique qui est proprioceptif et qui est aussi économique, qui évite de produire de la chaleur au sud et qui nous a permis, en se rétrécissant, de produire plus de chaleur musculaire au nord pour pas crever de froid et pas mourir à cause du froid. Voilà. Et dernier truc qui est marrant, c'est de vous montrer que les éléphants ont des fascias géants, hein. Alors ça paraît pas, mais c'est des animaux qui pèsent plusieurs tonnes. Et vous voyez ici un bel éléphant, voilà un bel éléphant, et vous voyez qu'ici au niveau du biceps, regardez-moi ça, hein. Vous voyez là le biceps,
cette corde tendue ici, qu'est-ce que c'est que cette corde tendue? C'est un fascia dans la peau très épais. On le voit beaucoup chez les jeunes, les petits, parce qu'ils ont une peau moins épaisse. Ben, et vous allez voir qu'ils en ont d'autres, hein. Regardez, ça, c'est un éléphant qui est d'Asie. On va le mettre un peu. Et vous voyez un peu que cet éléphant a aussi un fascia très développé ici à l'arrière, hein. Il est très gros. Et vous voyez que sa patte est à l'arrière. Parce que quand il va partir en avant, en déséquilibre avant, avec sa patte arrière qui va rester à l'arrière, il vaut mieux tendre un énorme fascia qui est sous sa peau pachydermique, hein, sa grosse peau, qui est un gros fascia qui est dans la peau et qui est en même temps au niveau musculaire un énorme fascia qui permet de récupérer l'énergie cinétique de cette grosse patte qui pèse plus de 100 kilos, 150, je sais pas, ça doit peser énormément. Donc il va pas s'amuser à remonter sa patte en contraction musculaire, il va tomber en avant, il va étendre son fascia et là, il va ramener avec l'élasticité de cette fibre sa patte en avant. C'est plein de fascia à cet endroit-là, c'est un gros élastique géant qui va lui permettre d'économiser l'énergie. Et vous avez la même chose au niveau antérieur du biceps. C'est vraiment une formation qui est typiquement éléphantesque et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Vous voyez, c'est ce fascia que l'on voit à l'avant, hein, qui va se tendre quand la patte avant de l'éléphant est à l'arrière, les pattes maintenues très droites, hein, il n'y a pas de courbe parce que ça s'empile comme des colonnes pour sous le poids ne pas péter, hein, avec les courbes ça casserait, hein, donc ce sont des colonnes qu'on avance, la colonne on la fait passer en arrière, et là à ce moment-là, vous avez un énorme fascia qui longe le biceps qui est ici dans la peau, nous on n'a pas cet équivalent, hein, ça s'est fait au cours de l'évolution, qui va ramener la patte en avant pour que l'éléphant puisse se déplacer sans consommer énormément d'énergie pour ramener cette patte qui fait au moins 120, 150 kilos au minimum, hein. C'est des trucs énormes, même plus, hein. Imaginez, quand il faut ramener ça en avant, ben, tu as intérêt d'avoir de grands fascias. Donc voilà ce que je voulais vous parler, voilà de quoi je voulais vous parler, de la Lune, des fascias, et vous montrer que sans fascia, on est dans la merde, comme les astronomes d'Apollo, quand ils tombent, ils sont obligés de réapprendre à se déplacer, puisqu'ils n'ont plus, à ce moment-là, de fascia pour pouvoir récupérer l'énergie cinétique, et surtout quand ils se pètent la gueule, c'est un peu gênant. Donc nous, c'est pour ça qu'on a des fascias, et la qualité des fascias varie, hein, d'un individu à l'autre, les femmes étant en général beaucoup plus souples que les hommes et moins adaptées à des sports de force ou de vitesse, hein. Pourquoi? Parce qu'elles doivent, d'ailleurs, elles ne sont pas programmées pour la chasse à la base, c'est un truc de mec, hein. Donc les femmes sont plus souples pour pouvoir s'ouvrir plus facilement quand elles vont accoucher sous les effets des hormones. Elles ont des fascias un peu différents, une qualité de collagène, une qualité avec un mélange d'élastine, tout un ensemble de fibres, de fibres faites de molécules de protéines particulières, qui vont à ce moment-là être beaucoup plus souples que chez les hommes pour pouvoir se déformer et s'ouvrir quand bébé sortira, parce qu'on a un bébé à gros cerveau et la taille de notre bassin ne peut pas s'élargir indéfiniment, hein, pour laisser passer un petit à gros cerveau, hein, pour la bonne raison qu'on est bipède et au bout d'un moment, à force de marcher, de vivre longtemps, hein, ben on déformerait notre plancher pelvien et nos organes descendraient, ça ferait, bien sûr, et en courant aussi, ça ferait de la descente d'organes qui serait pas bonne. Donc il y a cette espèce de conflit évolutif qui fait que le bassin ne peut pas grossir plus à cause de notre position bipède, hein, nous, mais si vous remarquez, ben, les autres animaux, eux, ils ont leur... justement dans du fascia, hein, ils ont leurs viscères qui pendent sous le ventre, hein, et ils ne risquent pas de sortir par le cul, hein, et les femmes par le vagin, hein, parce qu'ils ne sont pas bipèdes, hein, ils n'ont pas cette accumulation de pression sur le bas du bassin. Eux, c'est sur leur sangle abdominale. Donc on est limité comme ça. Les femmes sont relativement souples aussi, un bassin un peu plus large que les hommes proportionnellement, hein, puisque c'est à peu près la même taille. Donc elles sont un peu plus souples pour laisser passer bébé, et les hommes sont en général beaucoup plus tendus, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour rebondir et pour être plus puissants, contraction musculaire, restitution énergétique, pour pouvoir être plus puissants dans les actions de prédation et de défense du territoire, hein, ce qui fait que les hommes vont être beaucoup moins souples que les nanas. Quand on va voir des nanas qui dansent, on aime bien voir les contorsionnistes, voir les nanas souples, c'est une preuve de féminité, c'est la preuve quand une fille écarte bien ses cuisses, se tend dans tous les sens, c'est bien la preuve qu'on peut bien la baiser et rentrer profondément, mais surtout qu'un petit pourra sortir sans problème de son orifice, qui pourra se détendre facilement. Voilà, un mec, il n'y a pas besoin, on est un peu plus tendu, on n'a pas besoin d'avoir des gros trucs qui rentrent, ou plutôt qui sortent de notre périnée, si tu veux. Nous, on est fait pour être plus rigide,
et plus solide. Bon, à part la fistinière, mais ça, c'est encore une autre histoire, c'est une défiance. Bon, ils ont l'air sympas quand même, hein, avec leur barbe et tout. C'est un sport français. Voilà, voilà, petite vidéo pour vous parler un peu des fascias, des différences de collagène, des différences de tension musculaire. Par exemple, les Africains ont en général une plus grande tension musculaire, un système de collagène, un système de fascia, de tendons plus rigide en général, pas tout le temps, mais souvent plus rigide parce qu'ils doivent restituer beaucoup plus d'énergie pour éviter de monter en chaleur, alors que au nord, tu as plus intérêt à avoir une meilleure contraction musculaire. Donc, on se retrouve avec aussi des variations dans la qualité des collagènes et des fascias. Hein. Les Africains, et en général, d'après les dernières études prouvent que, bon, ils nous cassent les couilles, mais il n'y avait pas que cette étude, il y en a plusieurs, et avec des causes différentes au niveau génétique qui entraînent les mêmes effets sur les tendons, mais qui vont passer par deux voies différentes, une nerveuse et une sur la qualité même du tendon. Les Africains ont en général des tendons plus tendus, surtout ceux de l'Ouest qui sont plus gros, les petits les petits de l'Est un peu moins, mais ils ont de plus grands tendons, pour pouvoir restituer plus d'énergie cinétique et monter moins en chaleur quand les corps sont plus gros et mieux alimentés à l'Ouest. Donc c'est pour ça que ça fait de très bons coureurs, parce qu'en plus d'avoir de grands tendons, ils ont même des tendons qui sont un peu plus rigides et qui restituent mieux, comme un ballon tendu, l'énergie, permettant de faire tous les champions. Hein. Bien sûr, malheureusement, leur long segment ne les prédispose pas forcément au développé couché lourd, où ils risquent à ce moment-là, par certains bien sûr, hein, mais d'avoir des arrachements avec de grands bras d'Africains, des arrachements tendineux, hein, et des déchirures musculaires, pour ces mêmes raisons, trop tendus, hein, ou à l'haltérophilie même, parce que leurs grands membres les empêchent de prendre les positions pour soulever des barres. Et en général, au nord, hein, ils ont quand même deux gros muscles aussi sur le membre inférieur, hein, qui sont puissants quand même si ça permet de moins bien courir vite, hein, ça permet de lever des grosses charges. Hein, c'est des muscles, des fibres lentes en général. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'activer. En plus, la fibre lente, comme elle se contracte lentement, elle produit plus de chaleur. Donc c'est bien plus efficace. En plus, au nord, donc moins de tendons, des gros muscles qui permettent d'être bons en haltérophilie, par exemple. Hein, tu vois, c'est intéressant. Ils ont aussi des fibres rapides, bien sûr, mais ceux qui en ont à plein, c'est les Africains. Voilà, fibres rouges, tu vois, ce qu'on appelle ces fibres qui se contractent lentement, fibres qui contractent rapidement, celles qui se contractent lentement, produisant au nord plus de chaleur, parce qu'on a aussi moins besoin d'activer rapidement un corps plus tendineux. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour te montrer qu'il est intéressant de suivre Frédéric Delavier, et que comprendre le muscle, comprendre la biomécanique humaine, c'est aussi comprendre les fascias et les tendons. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ces tendons en bon état? Hein? Eh ben, on prend du collagène. Hein. Le collagène, c'est visiblement ce qu'il y a de plus efficace pour maintenir une bonne qualité de tendons, hein, et de fascia qui, avec le temps, se dégradent comme toute chose vivante. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs, et pensez à prendre du collagène en poudre pour conserver le plus longtemps vos tendons et vos fascias en bon état. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.